Bienvenue dans S comme santé, une santé de fer, c'est bien ce que je vous propose et ce que je vous souhaite pour cette nouvelle année. Meilleurs vœux à toutes et à tous. Comme chaque mois, vous le savez, nous sommes ici pour prendre soin de vous et décortiquer des thématiques santé qui peuvent parfois paraître obscures. Alors ce soir, on parlera de la santé de l'œil. Entre maladies régulières et opérations de pointe sur le territoire, vous serez incollables sur le sujet. Et pour en parler, comme d'habitude, Marjorie Burton, bonsoir. Bonsoir. François Braun également, conseiller Bonsoir, au CHR, bonsoir Marjorie. ancien ministre de la Santé, je le rappelle tout de même. Ancien. Oui, tout à fait, oui. Et puis, à vos côtés, le docteur Jean-Marc Perronne. Voilà, vous êtes Bonsoir. chirurgien, ophtalmologiste, chef du service, donc à Merci. Exactement. Merci d'être à nos côtés. Et à Thionville également. Et à Thionville également. Peut-être la suite du programme ? Exactement. Dites-nous. Eh bien, en fin d'émission, nous allons nous intéresser à la santé mentale au sein des entreprises. Comment prendre en compte le bien-être mental tout en restant productif ? Telle est la question. Il en sera donc question avec Aurélie Bostel de l'entreprise Talpia. Il y a les assistantes sociales, les psychologues, les conseillers, les référents handicap, les juristes. Vous verrez que chez Talpia, la santé mentale au travail est une priorité. Exactement, voilà pour le programme. Eh bien, il n'y a plus qu'à, c'est parti. Alors des maladies de l'œil, il y en a, j'imagine, des dizaines. On ne pourra pas être exhaustif ce soir. Focus peut-être sur celle qui touche la cornée. Mais avant de le détailler, en préambule, peut-être expliquer ce que c'est la cornée pour l'œil. Surtout, quelle est sa fonction, docteur ? Eh bien, c'est le hublot transparent qui est au devant de l'œil, qui fonctionne comme une vitre. Il faut qu'elle soit bien claire et bien propre pour que la vision puisse être correcte. C'est le seul tissu transparent d'ailleurs du corps humain. Exactement, oui. Donc c'est vraiment la première partie de l'œil. La première c'est ce qu'on voit couche, en premier, voilà. même si c'est transparent. C'est comme une peau, mais transparente. Alors, plusieurs maladies découlent de cette partie de l'œil. Kératocone, abcès, kératite, dystrophie, ulcère. Après, ça peut être aussi des brûlures, des lésions particulières. Il y a beaucoup de causes qui peuvent entraîner ces pathologies-là pour la cornée. Alors, les causes principales touchent l'endothélium. C'est la couche la plus profonde de la cornée qui est la plus noble. Et ça correspond à 60% des indications de greffe de cornée qu'on fait dans le service. On fait énormément de greffes et 60% des cas, ça sera des pathologies de l'endothélium chez des personnes plutôt âgées. Si on regarde le spectre des patients plus jeunes, là, on se tourne vers le kératocone avec une Là, c'est une déformation, c'est ça ? Exactement. C'est souvent lié à des frottements oculaires. Bien souvent, dans 8 fois sur 10, les jeunes patients nous disent qu'ils se frottent les yeux. Et ça entraîne une déformation de la cornée et une vision très trouble, qui peut se corriger par des lentilles, si le stade n'est pas trop avancé, ou alors nécessiter une greffe de cornée, mais là, on enlève toute la cornée. Et on en remet une toute belle. Et on en met une toute belle, oui, pas déformée. Je pense aux personnes qui ont mal aux yeux et qui sont dans leur canapé à nous regarder. Comment sait-on que notre cornée est abîmée ? Quels sont les symptômes finalement ? Eh bien, tout simplement, on voit moins bien. Donc, s'ils sont dans leur fauteuil en train de regarder la télé, elle sera un peu plus floue, cette télé. Elle sera moins nette. Et dans le cas d'un kératocone, on pourra avoir plusieurs images qui se dédoublent. Et pour le cas d'une maladie qui touche plutôt les personnes âgées, avec une altération de l'endothélium, eh bien, on verra de plus en plus flou, comme si on regardait à travers un verre de salle de bain. Au lieu d'avoir une vitre bien propre, toute claire, on verra de plus en plus à travers un hublot de salle de bain dépoli. Le changement se voit tout de suite ou est-ce que c'est progressif ? C'est progressif. C'est progressif. Et ça se voit surtout le matin au réveil, quand la cornée est très œdémaciée. C'est les premiers signes. Et puis, quand la maladie évolue, c'est toute la journée. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de cas de maladies de l'œil sur le territoire ? Est-ce que c'est aussi une priorité de santé publique ? C'est une priorité de santé publique, souvent un petit peu négligée. On dit la myopie. La myopie, c'est aussi une maladie pour laquelle il peut y avoir des traitements chirurgicaux. Et il y a beaucoup de gens qui présentent une myopie. C'est considéré presque que quelque chose de normal. Mais oui, c'est une priorité de santé publique, bien sûr. Est-ce qu'il y a des campagnes de sensibilisation pour se faire dépister peut-être plus facilement ? On parlait beaucoup sur ce plateau de dépistage sur des maladies plus handicapantes en tout cas, ou qui peuvent même être mortelles. Pour le coup, est-ce que l'œil, c'est malheureusement facilement accessible ? pas, en tout cas
pas suffisamment et pas à destination du grand public. J'ai souvenir, il y a quelques années, ça fait bien une dizaine d'années, d'une campagne espagnole pour promouvoir la greffe de cornée, puisqu'il y a aussi cette problématique de pouvoir promouvoir la greffe de cornée, et qui ne pouvait pas passer en France parce qu'elle était extrêmement bien faite, mais aussi extrêmement brutale par rapport à ses besoins et surtout les patients qui potentiellement, une fois décédés, peuvent être donneurs de cornée. Ça aussi, c'est très important. Malheureusement, on parle beaucoup de greffes, on parle de greffe du rein, on parle de greffe exceptionnelle, cœur-poumon, mais les greffes les plus importantes sont les greffes de cornée et on n'en parle pas assez. Là aussi, nous avons besoin de donneurs. Alors revenons justement à cette cornée. Côté traitement, est-ce qu'on passe forcément par la chirurgie ? Non, pas forcément. C'est vraiment les cas ultimes qui nécessitent une greffe. Dans la plupart des cas, notamment grâce à des lentilles, on a un service qui est très pointu dans l'adaptation des lentilles chez les patients avec des cornées compliquées, notamment les kératocones. Ça nous évite justement de faire des greffes. Justement, il y a votre service ophtalmologie au CHR nous a ouvert ses portes pour en apprendre davantage sur l'opération, qui parfois est indispensable. Il y a encore quelques heures, vous pratiquiez justement une opération par rapport à la cornée sur un patient. Alors, âme sensible, s'abstenir bien évidemment. Pour les autres, ouvrez bien vos yeux. Désormais anesthésié généralement, ce patient attendait une greffe de cornée depuis 2 mois pour son œil droit. Voilà, on va préparer la table gentiment. Donc là, c'est une greffe complète où on va remplacer toute la cornée. Je dirais que dans 60% des cas, j'essaye d'être partiel au contraire, d'enlever juste la partie qui dysfonctionne. C'est plus subtil, disons, mais chez lui, c'est une blessure ancienne avec une cicatrice qui prend toute la cornée, donc ça ne peut pas vraiment être subtil là. Il faut enlever toute l'épaisseur de la cornée. Première étape. Préparer le greffon provenant d'un donneur décédé il y a moins de 24 heures. Le chirurgien retire la cornée saine et l'adapte à la taille de la cornée du patient greffé, 7 mm 25 pour cette opération. Ici, dans la région, comme on est quand même le plus gros centre greffeur, on est livré en priorité et les gens n'attendent pas trop chez nous. Il est temps d'ouvrir l'œil. Les adaptes ? Oui, je l'ai adapté. Les gestes sont précis et réalisés au millimètre près grâce au microscope. Je vais enlever la partie centrale et l'œil pendant quelques secondes va être vraiment à ciel ouvert. Il ne faut pas qu'il éternue ou qu'il se mette à tousser parce que là, ça peut être la catastrophe. Là. Voilà, donc la trépanation est quasiment complète. Je vais la compléter au bistouri. Rapidement, Dr Perron place donc la greffe sur l'œil du patient. Allez, on y va, tu me prépares un Vicryl coupé court, s'il te plaît ? Oui. Voilà, le nouveau capot. C'est la nouvelle cornée, vous voyez, qu'on va suturer maintenant. Une suture en forme d'étoile, mais invisible à l'œil nu, que le greffé gardera près d'1 an. Si celle-ci est totale et plus classique, à Mercy, le service est spécialisé dans la greffe partielle, une petite révolution dans le domaine ophtalmique. Ici, il y aura une suture de toute la cornée. Dans une greffe partielle, il n'y aura pas de suture. Donc une récupération d'acuité visuelle beaucoup plus rapide, moins d'astigmatisme, pas de rejet, il n'y a que des bénéfices. J'ai des patients qui viennent d'Alsace ou de Bourgogne. Mais dans le cas de notre opération du jour, le risque de rejet est estimé de 15 à 20%. Le patient prendra alors un traitement pour l'éviter et sera contrôlé régulièrement. D'une acuité de 2/10 auparavant, il pourra espérer revoir à 7/10 dans les prochains mois et quittera l'hôpital dès le lendemain. Alors, quel est l'âge limite pour une greffe de cornée ? Je dirais qu'il n'y a pas d'âge limite. Il m'est arrivé d'opérer des patients passés 90 ans qui avaient un seul œil, qui ne voyaient plus bien. Donc, c'est quand même important pour ces personnes-là de pouvoir revoir au moins un minimum de manière utile. Et pour les gens jeunes, j'ai le souvenir d'avoir opéré des jeunes personnes de 14 ou 15 ans. Voilà. En fait, on ne va pas s'arrêter à l'âge, on va plutôt s'arrêter à la pathologie, si elle a avancé ou pas pour le coup. Et est-ce qu'il y a des symptômes finalement de prévention aussi, des gestes à faire comme pour d'autres maladies hivernales, pour ne pas abîmer sa cornée, pour éviter les symptômes, il faut faire ces gestes préventifs?
Eh bien, ce qui me vient à l'esprit immédiatement, c'est éviter de se frotter les yeux, parce que, comme je le disais tout à l'heure, par rapport au kératocone, chez les gens jeunes, qui ont souvent des allergies, donc une démangeaison, ils se frottent vigoureusement les yeux, et ça, c'est très mauvais, et ça peut aboutir à une déformation. Et ça pourrait faire l'objet d'une campagne, pourquoi pas sur notre territoire, qui pourrait faire office de starter pour même toute la France. Parce que je vois beaucoup de jeunes enfants, de jeunes hommes, de jeunes femmes, qui ont des kératocones qui auraient pu être évoqués ou évités si on leur avait dit préventivement, mais évitez de vous frotter les yeux, ça peut aboutir à une déformation de la cornée, voire une greffe de cornée. C'est vrai que c'est un geste un peu automatique. Si on a quelque chose, une poussière dans l'œil ou même par fatigue, alors on se dit pas que ça peut être aussi quelque chose qui dégrade notre œil. Concernant cette opération, comment ça se passe au niveau de la prise en charge? Est-ce que c'est remboursé? Oui, tout est pris en charge. Tout est pris en charge, il n'y a absolument rien à payer. La sécurité sociale le prend en charge. C'est des interventions assez lourdes, mais qui ne nécessitent pas une hospitalisation très longue. Une nuit suffit. Ils peuvent rentrer le matin même et sortir le lendemain. Il existe des rejets de greffe de cornée ou c'est Alors, pas plus la greffe est importante, plus le risque de rejet est important. Donc pour une greffe complète, comme on l'a fait tout à l'heure et qu'on a vu dans le reportage, il y a 15 ou 20% de risque de rejet. Et pour les greffes les plus fines qu'on fait dans le service, où on est même leader dans ce type de greffe, on va jusqu'à 15 microns, on remplace simplement une petite couche cellulaire endothéliale, et là, pratiquement, il n'y a plus aucun rejet. Donc, plus c'est petit et fin, et moins il y a de rejet. Merci beaucoup pour ces détails. Je vous propose de continuer sur la santé de l'œil. Alors peut-être en laissant la cornée plus précisément de côté, je vais vous proposer de regarder quelques images de vision qui ont été déformées. Et il va falloir retrouver petit à petit quelles sont les maladies. Donc on va voir petit à petit en fait une progression. Est-ce que vous arrivez à me dire quelle est la maladie qui est représentée de l'œil ? Je pense que c'est une rétinite pigmentaire avec une altération du champ visuel. Ça peut se voir dans les rétinites pigmentaires ou également chez les glaucomateux. Exactement, bonne réponse docteur, c'était glaucome. Alors pour la première partie de votre réponse, j'ai envie de vous dire, je vais vous croire sur parole, parce que j'ai pas la réponse écrite. C'est exactement mais ça. C'est une réduction du champ visuel de plus en plus petit et centré. Alors pour la suivante, il me semble que c'est assez courant ce qu'on va voir. Est-ce que vous arrivez à trouver peut-être... Là, je pense que c'est une DMLA, dégénérescence maculaire liée à l'âge, c'est plutôt chez les personnes âgées, avec une macula abîmée qui donne une tache centrale. C'est assez impressionnant de voir cette image-là. C'est véritablement ce qu'on voit quand on a ce problème-là. Non, c'est-à-dire on ne voit pas. On voit pas le visage. On voit pas une tache noire. On voit simplement pas le visage. Et quand on essaye de lire, on n'arrive pas à lire. Mm-hmm. C'est pas noir, si vous voulez. C'est pas noir et blanc, mais on voit pas ce qu'il y a en face de nous. Voilà. Pour la troisième, pour le moment, c'est un sans faute. Merci. On va voir aussi la différence. Là, c'est plus subtil. C'est vrai que comme ça, moi j'ai envie de dire, c'est quand j'enlève mes lunettes. Mais... oui, ça pourrait être une vision d'une personne myope ou astigmate, sans lunettes. Ou un kératocone, si... Eh bien, la seule réponse que j'ai à vous donner, c'est cataracte, apparemment, au début. Eh oui, c'est ce qui a été notifié, mais je préfère vous croire sur parole. Moi, j'ai un début de cataracte, c'est pas comme ça. C'est vrai ? Voilà. Si comment c'est justement quand c'est par rapport à la cataracte ? Je vais t'opérer quand même. Oui, c'est un problème de luminosité en fait. En tout cas, ce que je sens, c'est quand la luminosité est plus faible, on voit beaucoup moins bien. Exactement. D'accord. Mais une luminosité forte comme ça, il n'y a pas de problème. Alors justement, cataracte, glaucome, ce sont des autres maladies récurrentes. Est-ce qu'elles sont nombreuses en Moselle ? Les cataractes, ça touche tout le monde. Donc, passé 60-70 ans, en général, on opère entre 65 et 75 ans. C'est un peu de marge encore. Mais on peut opérer plus tôt également. Et à titre d'exemple, on fait 2000 interventions de cataracte par an dans le service contre 100 greffes de cornée. Et pourtant, on est très connu pour les greffes, donc on en fait beaucoup. Donc vous voyez que la proportion est quand même beaucoup plus importante. Pour ce qui est des glaucomes, et d'ailleurs, on va participer à une campagne
d'UNADEV en juin prochain pour dépister des glaucomes dans la population au centre-ville de Metz. On le fait, ils viennent une fois tous les 2-3 ans. Et le service participe, on va dépister gratuitement pendant 3 jours ces places sur la publique en général. Les 2, 3 et 4 juin, me semble-t-il. On aura l'occasion, je pense, d'y revenir par rapport à ça. Toujours en parlant de l'œil, très rapidement, il y a aussi de plus en plus de demandes de chirurgie réfractive, je crois que c'est ça le terme, donc tout ce qui touche à la myopie, l'astigmatie. Est-ce qu'on appelle ça de la chirurgie de confort parce que, ou alors c'est vraiment réparatrice pour le coup? Est-ce que vous avez de plus en plus de demandes? On fait ça, nous, dans le service depuis 12-15 ans. Je me souviens que quelqu'un de ta famille est passé entre les fois. Oui, la demande est constante, ni plus ni moins. Il y a toujours eu pas mal de monde. On fait ça tous les jeudis, donc oui, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de demandes. Vous avez un créneau entier Exactement, pour ça. Tous les jeudis matins, oui. Ça se démocratise. Toujours en parlant de l'œil, même dans la fleur de l'âge et sans pathologie, mieux vaut les protéger au maximum, surtout si vous pratiquez certains sports. On va en parler dans la partie suivante. Alors, quel sport vous vient en tête? Si je vous dis lunettes de protection, vous pensez à quoi en priorité, Marjorie? Natation? Oui, c'est vrai, natation. Ouais. Tir. Ok, ouais. Peut-être le VTT aussi. Moi, je pensais au squash. Parce que au squash, ouais. La raquette ou la balle qui revient très fort, ça peut faire de gros dégâts au niveau des yeux. Ça veut dire qu'il y a des sports où c'est obligatoire, on l'a dit. Est-ce qu'il y en a d'autres où c'est conseillé? Le squash, ça serait bien d'emporter, même si c'est pas obligatoire. Après, il y a certaines pathologies qui font mettre des lunettes. J'ai souvenir de joueurs de foot célèbres qui portaient des lunettes parce qu'ils avaient été opérés d'un glaucome et qu'il fallait absolument pas que l'œil soit traumatisé. Et donc, de ce fait, il portait des lunettes noires en plastique. Et François Braun a des anecdotes au rugby, le doigt dans l'œil. Oui, une plaie de cornet avec le doigt dans l'œil, mais maintenant c'est interdit, heureusement. Mais bon, tous les sports de contact, en fait, tous les sports, j'imagine que la boxe, j'imagine que tous ces sports-là peuvent avoir des incidences et des traumatismes oculaires. De là à porter des lunettes tout le temps, c'est un peu compliqué. Combat, parce que c'est peut-être un peu plus compliqué. ça réduit le champ de vision en plus. Potentiellement, donc voilà, mais à part quelques-uns où c'est une évidence, après, il faut faire attention à ses yeux tout le temps. On a l'habitude de parler des bienfaits de l'activité physique et sportive sur ce plateau, de dire que c'est important de bouger, de reprendre une activité, etc. Les yeux, ça a un impact aussi positif sur les yeux, le sport? Alors, le sport, je dirais le sport en plein air ou le fait d'être en plein air. Il y a une très grosse étude qui a été faite sur les jeunes myopes, justement, on en parlait tout à l'heure. Et une étude à grande échelle avait montré que la seule chose qui freinait l'évolution de la myopie, c'était la lumière du jour. À tel point qu'à Taïwan, à grande échelle, ils ont imposé des récréations de 3 heures pour que les jeunes enfants soient à l'extérieur, à la lumière du jour, pour freiner la myopie qui chez eux est énorme. Enfin, presque 100% des jeunes enfants qui sont atteints de myopie. Oui, c'était la seule chose qui avait donné un résultat positif. Bon, après, d'ici à ce qu'en France on ait des récréations de 3 heures, il y a peut-être un petit peu de marge. On peut conseiller aux gens, d'être à l'extérieur. D'aller faire une activité physique en extérieur plutôt que d'être devant un écran. Bien évidemment. Principe de base. Merci docteur pour vos éclaircissements et à bientôt, j'espère, sur ce plateau. Vous allez pouvoir laisser votre place à notre dernière invitée. Avec elle, nous allons jeter un œil sur la santé mentale. C'est parti. Je vous laisse vous installer. Aurélie Bostel, bonsoir. Bonsoir. Donc vous travaillez, vous êtes responsable du pôle APE à Talpia. Alors pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas cette entité, qu'est-ce que Talpia? Quelles sont les missions? Alors, on est une entreprise qui intervenons en Moselle et en Alsace. Et notre mission, en fait, c'est d'accompagner les entreprises, les collectivités territoriales, les établissements médico-sociaux, qui ont envie, en fait, auprès de leurs collaborateurs, de travailler sur la qualité de vie au travail, sur les risques psychosociaux et sur la prévention de la santé mentale. Justement, d'après ce que vous voyez, quels sont les métiers qui sont davantage en souffrance? C'est une bonne question. Alors,
vous avez effectivement tous les métiers de la santé et de l'aide on en a pas mal parlé ces dernières années. Après, il faut savoir que toute profession peut être touchée par les burn-out. On peut avoir les cadres de santé, on a aussi les agriculteurs, donc c'est des métiers très différents en fait finalement. Il faut savoir qu'en fait, ce qui conduit à l'épuisement professionnel, au burn-out, c'est multifactoriel. Ça va être la pression que vous avez, ça va être l'absence d'un collectif ou un collectif de travail qui est pas forcément bienveillant. On peut avoir l'autonomie, la reconnaissance. Donc, il y a plein de facteurs qui vont rentrer en ligne de compte et qui peuvent conduire à ces situations-là. Alors, mai 2024, 32% des actifs se disaient en burn-out, dont 13 en burn-out sévère. Est-ce que vous avez une idée de comment stopper cette progression vers la dépression ? Alors, dépression, burn-out, c'est pas la même chose, mais j'ai envie de dire, déjà, il faut réfléchir, on va dire de manière globale, déjà en termes de politique, comment on communique autour de ces sujets de souffrance au travail, et puis après, on va dire dans les entreprises et dans les collectivités, puisque c'est pas juste le monde de l'entreprise, c'est effectivement quelle démarche on met en place en interne pour accompagner ces problématiques-là, parce que finalement, c'est pas des problématiques que individuelles, c'est souvent aussi des problèmes d'organisation, et c'est d'identifier finalement qu'est-ce qui ne fonctionne pas ou qu'est-ce qu'il faut améliorer pour ne pas être dans des situations comme ça. Ce serait quoi les mesures justement à mettre en place ? Alors, comme vous l'avez dit, c'est difficile de donner quelque chose de très général, mais peut-être des exemples concrets que vous avez en tête ? Alors, si on parle de notre expérience, par exemple, on a eu une entreprise qui est en restructuration actuellement. On sait que économiquement, c'est quand même compliqué, le contexte économique. Donc, restructuration, plan de départ volontaire. Et donc, ils nous ont sollicité parce qu'ils ont eu un collaborateur qui a exprimé une grande souffrance sur le lieu de travail. Donc, on est intervenu déjà, nos psychologues du travail, assistants sociaux du travail, pour accompagner la personne en souffrance, et aussi les managers et les dirigeants sur comment, finalement, on gère cette situation-là sur le moment de crise. Et puis après est venu le second temps, une fois que cette situation-là a été prise en charge, c'est de se dire effectivement comment on peut travailler sur le fond dans le quotidien. On connaît une situation de crise compliquée, donc à ce moment-là, ça va être de proposer déjà des actions de formation pour déstigmatiser aussi ce qui touche à la maladie mentale, parce que c'est quand même assez mal vu, en tout cas assez péjoratif dans notre société actuelle, donc c'est déjà de travailler là-dessus. Et puis après, ce qu'on propose nous, c'est les premiers secours en santé mentale. Comme il existe les premiers secours, on va dire classiques, qu'on connaît bien. C'est vrai qu'on pense pas à ça. Il existe des formations dans la santé mentale. Donc nous, tous nos intervenants sont formés à cette pratique-là, et nous formons aussi les collaborateurs des entreprises qui, ça peut permettre déjà de repérer des situations de détresse, d'avoir un premier niveau de réponse aussi, et puis d'orienter vers des professionnels qui sont formés pour ça. J'aimerais vous lire un passage d'un magazine du MEDEF Grand Est. On l'associe à de la fébrilité, voire à de la dépression. On estime qu'elle ne fait pas partie de la gestion quotidienne des dirigeants, alors qu'ils sont bien souvent des anxieux et des stressés chroniques. C'est une remarque de Jean-Luc Douillard, fondateur du réseau APESA. Le plus souvent, en fait, il explique que ce sont des situations qui sont loin d'être dans les extrêmes. C'est d'abord des petits symptômes, des choses qui doivent alerter, et ça permet de dédramatiser aussi la situation et de prendre en charge plus globalement une prise en compte plus large, parce qu'on parle souvent de burn-out ou d'anxiété généralisée chez les salariés, et on parle pas souvent des dirigeants, de ceux qui ont les responsabilités. Ça aussi, c'est tabou ? C'est un grand sujet. Alors effectivement, pourquoi les dirigeants ? Je pense que déjà, c'est des personnes qui sont plus isolées dans leurs fonctions, qui souvent aussi mettent en place des stratégies pour ne pas montrer leur souffrance. Alors, les services dont je vous ai parlé seraient accessibles à des chefs d'entreprise, mais c'est juste de permettre de mettre en place quelque chose, d'adapter, qui leur parle, et où ils se permettent aussi d'évoquer. Parce que quelque part, il y a une position de force, de leader, je porte les choses, j'amène les personnes, donc se montrer soi-même en faiblesse, entre guillemets, c'est comme ça qu'ils le vivent, c'est une réelle difficulté. Donc nous, je sais que chez Talpia, on est justement en réflexion avec l'UE57, qui fait partie du réseau MEDEF, sur comment adapter une offre de réponse aux dirigeants. Vous avez une réponse peut-être, Monsieur Braun ? Oui, j'ai eu l'occasion de participer à un débat avec des dirigeants d'entreprise au niveau national, justement sur la santé des dirigeants. C'est un véritable problème, c'est-à-dire qu'ils sont soumis, comme les salariés, à des situations de stress et de détresse dans le cadre de leur travail, et ils ne l'expriment pas.
Il y a ce côté un petit peu surhomme ou superwoman qui fait qu'on ne peut pas exprimer ce genre de choses. Et c'est souvent des dirigeants qui craquent du jour au lendemain. Mais ce que je trouve très intéressant, alors la santé au travail, on en parle enfin de la souffrance psychologique, il est temps. On a attendu vraiment longtemps. On parle de burn-out. On parle peut-être un peu moins. Il y a un article très intéressant il y a quelques semaines ou quelques mois dans une grande revue anglo-saxonne sur la différence entre burn-out et souffrance psychologique au travail. Ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, le burn-out, on est dans une surcharge de travail. On travaille trop, on a une charge qui est trop importante. Ça, globalement, c'est des organisations qui vont pouvoir répondre à cette problématique. Par contre, la souffrance psychologique au travail, c'est l'impression, et on voit bien ça chez les soignants, de ne pas faire son travail correctement. Et c'est toute la problématique qu'on a dans le milieu de la santé actuellement, c'est des soignants, alors on les dit démotivés, on dit tout ce qu'on veut, mais ils ont surtout le sentiment de ne pas pouvoir donner le temps nécessaire à leurs patients parce qu'il y a une pression extérieure trop importante. Et probablement que le traitement est différent. Et qu'à trop se focaliser sur ce terme de burn-out, on oublie toute cette part de souffrance La nuance qui, à mon sens, est beaucoup plus importante et qu'il faut probablement encore plus prendre en compte. Merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin. On arrive déjà à la fin de cette émission. De votre côté, vous venez peut-être d'arriver. Pas de panique. Votre programme est rediffusé tout au long du mois et disponible en replay sur notre site internet www.moselle.tv. Vous pouvez d'ailleurs retrouver toutes nos émissions depuis le début, histoire de vous rafraîchir la mémoire côté santé et d'être incollable sur le territoire en Moselle. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous tous et toutes d'avoir été autour de la table encore cette fois-ci. Et puis à bientôt, prenez soin de vous.